tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Cette semaine, trêve électorale oblige, nous allons parler de politique étrangère et plus particulièrement du conflit en Ukraine. Alors juste après l'attaque de missiles américains sur la Crimée à Sébastopol dimanche dernier, sommes-nous à l'aube d'une sortie de crise ou plutôt d'une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie? Quelle partition jouera l'Europe dans cette affaire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui, Éric Dénessé. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous à distance, certes, mais à distance et avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Alors, vous êtes docteur en sciences politiques, ancien analyste du renseignement et actuellement directeur du CF2R, le Centre français de recherche sur le renseignement que vous avez fondé en 2000. Le CF2R est très prolixe et notamment sur la guerre en Ukraine. Vous avez publié il y a peu de temps un ouvrage collectif, Ukraine, la guerre américaine, avec un sous-titre, la stratégie des néoconservateurs à l'origine du conflit et plus récemment la guerre russo-ukrainienne, réalité et enseignement d'un conflit de haute intensité. Nous sommes dans un contexte national très particulier, je l'ai dit dans l'introduction. Les médias français sont mobilisés complètement sur la question des élections législatives. La guerre en Ukraine, qui a fait les choux gras de la presse auparavant, est passée totalement au second plan. Et cela tombe bien parce que dimanche dernier, pourtant, un fait incroyable, j'allais dire, et dramatique s'est passé puisqu'il y a eu un bombardement de missiles Attaques-MS sur la plage de Crimée de Sébastopol et les médias français en ont très peu parlé. Pourtant, 150 blessés, environ 4 ou 5 morts selon les bilans, au moins 2 enfants. Comment analysez-vous cet événement et puis surtout, comment analysez-vous le traitement médiatique en France de cet événement? Eh bien, d'abord, comme vous le dites très justement, le traitement médiatique est quasiment nul en France. Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. Vous l'évoquiez, ce sont d'abord les élections législatives anticipées qui occupent la une de l'actualité. Et la seconde raison, c'est parce que c'est un événement qui est très négatif pour l'Ukraine, puisque ce sont des civils qui ont été touchés, et que bien sûr, ça ne sert pas aujourd'hui, je dirais, le narratif qui nous est servi depuis 2 ans. Alors, il faut quand même remettre les choses à leur juste place, c'est-à-dire que cette frappe de missiles, 4 ou 5 missiles Attaques-MS, ne visait pas, d'après ce que c'est spécifiquement les plages, elle visait les installations militaires et les infrastructures de Crimée. Le système anti-missile russe a fonctionné puisqu'il a abattu la majorité de ces missiles et ce sont les éclats qui sont bien sûr retombés sur les plages. C'est assez bien sûr critiquable et surtout ça a entraîné une réaction extrêmement virulente des Russes vis-à-vis des États-Unis. Parce qu'il y a quelques semaines seulement que les États-Unis ont autorisé les Ukrainiens à utiliser ces missiles au-delà d'une portée de 160 km, donc c'est le cas sur la Crimée, puisqu'ils utilisent leurs 300 km de portée désormais, et donc les Russes ont considéré immédiatement que c'était une co-belligérance de la part des Américains, et il y a eu des menaces extrêmement explicites à l'égard de Washington, qui n'ont bien sûr pas manqué de faire réagir les Américains. Est-ce que cette attaque d'armes occidentales, en l'occurrence les missiles, les Attaques-MS, était vraiment une nouveauté dans le conflit en Ukraine ? Nous, en réalité, ce n'est pas une nouveauté aussi importante que ça. Ces missiles, comme les missiles Scalp ou Storm Shadow que fournissent les Français et les Britanniques, sont des missiles qui ont des portées assez importantes, de plusieurs centaines de kilomètres, mais il était demandé aux Ukrainiens jusqu'à début mai de ne pas les utiliser au-delà de 160 kilomètres. Donc, il y a eu ce changement d'attitude de la part des Occidentaux qui ont autorisé donc, Kiev à les tirer jusqu'à une portée de 300 kilomètres, ce qui couvre d'ailleurs toute la Crimée et une partie du territoire russe. Voilà, et donc c'est la première véritable manifestation de ces tirs à longue portée à laquelle nous assistons. Est-ce que, je vous propose, avant même de poser la question suivante, je vous propose qu'on écoute tout de suite Hervé Carrez, spécialiste de la gestion de crise. Il intervenait au dialogue franco-russe pour évoquer ce bombardement. Il ne faut pas imaginer que ça puisse se faire sans les moyens de renseignement occidentaux et sans le paramétrage des munitions comme les Scalp ou les Storm Shadow par des techniciens occidentaux. Ce n'est pas possible parce qu'il y a des codes derrière qui font que les Ukrainiens n'ont pas la main dessus. Voilà. Donc, évidemment, c'est une escalade. Et je pense que, d'ailleurs, je crois que ça a déjà commencé. Je pense que les Russes, ce qu'ils toléraient jusqu'à présent en termes de renseignement, même
en limite de leur espace aérien, l'espace aérien criméen, peut-être qu'ils vont passer à la vitesse supérieure sur le plan de la coercition, de la neutralisation des moyens aériens de l'OTAN et américains. Je pense en particulier aux drones de surveillance. Alors, plusieurs choses dans ce que dit Hervé Carrès. La première chose, c'est le concours au niveau des renseignements de la part des Occidentaux et particulièrement des Américains. Est-ce que finalement, là, on n'est pas en plein dans le jeu de dupes? C'est-à-dire qu'on a beaucoup devisé sur la question des armes occidentales, à quelle portée elles pouvaient frapper, etc., etc. Mais en réalité, depuis le départ, les Occidentaux apportent leur concours sur le terrain du renseignement. Et in fine, cela provoque des frappes sur la Russie ou sur des civils criméens. Et par conséquent, l'intervention occidentale est capitale depuis le départ. Oui, vous avez raison, mais en réalité, le jeu de dupes, il n'y a que nous occidentaux, en tout cas opinion et public occidentaux, qui ne voulons pas le voir, parce que depuis le début, il y a des militaires et des techniciens de tous les pays de l'OTAN qui sont présents sur le territoire ukrainien, ainsi que des mercenaires ou des combattants qui vont s'engager, des combattants européens, j'entends, qui vont s'engager dans l'armée ukrainienne sous drapeau ukrainien. Donc, ça ne fait que confirmer ce que l'on voit depuis maintenant près de 2 ans. Alors, je crois que c'est important aussi d'avoir à l'esprit la réaction russe, parce qu'elle a été extrêmement, je le disais, virulente, et ça a amené immédiatement une reprise des contacts entre Moscou et Washington par l'intermédiaire des 2 ministres de la Défense. Ça, c'est le premier aspect. Il faut rappeler que depuis près de 18 mois, il n'y avait plus aucun contact direct, ce qui ne veut pas dire que d'autres canaux de communication n'existent pas, mais en tout cas, à ce niveau de responsabilité gouvernementale, c'est un geste très fort. Et puis, alors, il est difficile aujourd'hui de dire si cela a un lien, mais on a appris le surlendemain la mort d'un diplomate américain à Kiev. Alors peut-être est-ce une mort naturelle, peut-être s'agit-il d'autre chose, on n'a pas assez d'éléments aujourd'hui pour le dire, mais en tout cas je pense que les menaces et la réaction qui ont été celles des Russes vis-à-vis de Washington ont immédiatement porté leur fruit, parce que le contact a été rétabli, que les Américains ont réannoncé qu'ils n'enverraient pas de troupes et que je crois qu'ils ont pris conscience que c'était là un virage vers une escalade très préoccupante, qu'il était important finalement de bien négocier et surtout de remettre les choses à leur juste place. Alors si je peux me permettre, c'est un peu paradoxal parce que si les Américains on va dire, s'adoucissent à l'égard de la Russie après ces frappes, il fallait peut-être tout simplement pas accepter de commettre ces incursions en Crimée. Oui, mais vous soulevez là le point essentiel depuis le début de ce conflit, c'est l'absence à la fois de cohérence aux États-Unis, mais une absence de cohérence qui est liée à finalement un cercle de décision et non pas à un centre de décision unique, et que selon les sujets, selon les périodes et également selon les thèmes, qu'on soit sur Gaza, sur l'Iran, sur les Houthis, sur l'Ukraine, on a différents centres de pouvoir entre le Conseil national de sécurité, la CIA, le Pentagone, la Maison-Blanche, les néoconservateurs autour de Biden, où les uns et les autres, en fonction du thème et du rapport de force interne, vont faire prévaloir leur position. Et si on regarde bien les déclarations américaines, vraiment de ces derniers jours, on a eu affaire à 3 déclarations tout à fait contradictoires. La première, je le disais, c'est que les Américains ont rappelé qu'ils n'enverraient pas de troupes en Ukraine, mais aussitôt après, ils ont dit qu'ils soutiendraient l'envoi de mercenaires combattre aux côtés des Ukrainiens. Et quelques jours après, le lendemain même, ils ont annoncé qu'ils enverraient eux-mêmes des techniciens et des spécialistes de la maintenance aider l'armée ukrainienne. Donc, si on met cela bout à bout et qu'on se met dans la position de Moscou, on a du mal à comprendre quels sont les objectifs véritables des Américains. Et surtout, on accorde finalement très peu de crédit aux déclarations quand on voit qu'elles sont contradictoires et que les tirs de missiles au-delà d'une portée de 150 km ont été autorisés et se sont produits. Alors justement, je citais tout à l'heure le livre que vous aviez produit, La guerre américaine, la stratégie des néoconservateurs. Quelles sont les factions américaines qui s'opposent aujourd'hui dans cette forme de guerre interne aux États-Unis dans le contexte de la guerre en Ukraine ? Alors, je le disais, on a une petite demi-douzaine de factions qui ne sont pas nécessairement en rivalité, mais qui, les unes et les autres, essaient de faire prévaloir leur point de vue. La Maison-Blanche, avec Biden, mais qui, on l'a vu avec le débat avant-hier soir avec
est en perte de vitesse, évidemment. On a bien sûr son équipe de sécurité nationale avec Jack Sullivan. On a ensuite la CIA, le Pentagone, et puis les équipes des néoconservateurs autour d'Anthony Blinken, Victoria Nuland, même si elle a quitté les fonctions officielles. Puis il ne faut pas le sous-estimer non plus, l'ensemble du lobby militaro-industriel qui trouve un certain intérêt dans cette situation de crise et dans cette guerre, d'ailleurs. Donc, selon les sujets, on voit bien que les uns et les autres vont faire prévaloir leur position. Alors, il y a une position qui est très intéressante, c'est celle du Pentagone. Le Pentagone a intérêt à la guerre, parce qu'il faut rappeler que depuis la fin de la guerre froide, tous les budgets de défense américains ont été assez drastiquement réduits. Il faut rappeler que sous Obama, le Pentagone perdait 10% de budget chaque année. Donc, le Pentagone avait intérêt à la guerre avant 2021. Il y a toujours aujourd'hui intérêt, puisque ça lui permet de reconstituer ses stocks, d'obtenir des financements pour de nouveaux programmes d'armement. Mais comme tous les militaires le savent, quand on fait la guerre, on engage la vie de ses hommes, et c'est paradoxalement les gens du Pentagone qui sont parfois, si ce n'est souvent, les plus prudents pour que le conflit ne monte pas aux extrêmes, parce que finalement leur but à eux militaires n'est pas de faire la guerre contre la Russie, c'est de préparer un conflit futur, certes hypothétique, contre la Chine. Donc ils ne veulent pas que ça aille trop loin. Inversement, les néoconservateurs américains autour de Blinken, eux, veulent absolument non plus affaiblir la Russie, parce que leur stratégie a été un échec en la matière, mais faire en sorte que sa victoire lui coûte le plus cher possible. Donc eux ont intérêt finalement à ce que ce conflit dure, ils poussent les Ukrainiens à continuer le combat, ils poussent les Européens à leur livrer de nouveaux armements. Ce sont eux qui ont autorisé les tirs de missiles au-delà d'une portée de 250 km. Et voilà, on voit entre ces deux factions principales sur ce sujet ukrainien à la fois les dissensions et les déclarations parfois peu cohérentes qui arrivent de Washington. Alors on le voit dans ces enjeux de pouvoir purement américains, ce qui en paie le prix, bien sûr, c'est le principe de la guerre par procuration, par proxy. C'est bien entendu l'Ukraine et tout particulièrement les soldats ukrainiens. Après cette frappe qui a eu lieu sur Sébastopol en Crimée, quelles ont été les représailles militaires de la Russie sur l'Ukraine ? Écoutez, pour l'instant, je n'en ai pas vu, sauf bien sûr, sauf erreur de ma part. Cela traduit d'ailleurs le fait qu'on a affaire à une mesure, une pondération relative en tout cas, de la part des Russes qui font attention de ne pas se faire piéger par les Américains en montant aux extrêmes. Parce qu'on a le droit de penser aussi que cette frappe sur Sébastopol était une forme de provocation pour pousser Moscou à réagir de manière violente, peut-être à cibler elle-même des objectifs civils, mais ce dont les Russes se sont bien gardés. Et il faut le rappeler, depuis le début de ce conflit, les Russes, quoi qu'on pense d'eux, font preuve d'une mesure dans leur frappe. C'est un conflit dans lequel 90% des victimes sont, si ce n'est plus d'ailleurs, 10 ou 95% des victimes sont des victimes militaires. Ça nous rappelle un conflit comme celui de 1914, où l'essentiel des morts étaient dans les zones de combat et qu'il y avait relativement peu de dégâts collatéraux à côté. Donc les Russes font très attention à cela. Ce qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui, c'est s'il n'y a pas eu des rétorsions dans le domaine clandestin. Est-ce que le SVR ou le FSB n'ont pas mené des actions ? Je pense qu'il y a eu des réflexions côté russe ces derniers jours pour se demander ce qu'il était nécessaire de faire. Alors, ces réflexions dont nous avons l'écho ne sont pas des éléments qui nous viennent des cercles de décision, mais des think tanks et des journalistes russes qui suivent ces questions-là. Ils se sont demandé s'il ne fallait pas abattre des drones survolant la mer Noire et qui font du renseignement. Je dirais l'avantage d'abattre un drone, c'est qu'il n'y a pas de pilote et qu'on ne tue pas d'Américains, de Britanniques ou de pays membres de l'OTAN. Et puis surtout, la deuxième option qui est évoquée, c'est celle de livrer des missiles hypersoniques ou non à des proxys de la Russie, et notamment on pense aux Houthis en mer Rouge, pour finalement renvoyer la balle aux Américains. Je rappelle qu'il y a une dizaine de jours de cela, un navire ukrainien qui ravitaillait Gaza, ou en tout cas qui ravitaillait Israël, où était censé le faire, a été touché et coulé par des missiles tirés par les Houthis du Yémen. Alors j'aimerais revenir sur un point que vous avez donné là dans votre réponse. Vous avez dit qu'on était en droit de penser que cette frappe sur Sébastopol pouvait constituer une provocation, c'est-à-dire volontaire. Y a-t-il des précédents où l'OTAN aurait sciemment frappé des civils ? Alors, sur le conflit ukrainien, non.
Ce que l'on sait, c'est que effectivement les forces spéciales ukrainiennes, soit par des attaques terrestres, soit par des attaques de drones, ces 2 dernières années, ont ciblé des cibles civiles en Russie, sur Belgorod notamment et sur Moscou. Il y a eu très peu de victimes civiles d'un côté comme de l'autre, donc pour l'instant on ne peut pas dire que ce soit une provocation. C'est plus de la riposte, comme les Ukrainiens sont, je dirais malheureusement, et finalement en droit de le faire, mais ça a été très mesuré aussi de ce côté-là. Il faut rappeler que la CIA, quand même, pendant très longtemps, essayé d'empêcher les Ukrainiens justement de lancer trop d'opérations offensives. Depuis le début du conflit, la CIA a armé, organisé, financé les services spéciaux ukrainiens. Elle l'a même fait d'ailleurs depuis 2014, et pendant très longtemps, il tenait les unités spéciales ukrainiennes reines courtes pour que le conflit ne déborde pas. Ça s'est révélé pour l'agence de renseignement américain quelque chose de très difficile, puisque les Ukrainiens ont bien sûr cherché à échapper à son contrôle et ont mené un certain nombre d'actions. Alors celles-ci se sont passées essentiellement dans le Donbass, un petit peu en Russie, mais on ne peut pas parler aujourd'hui de provocation, à mon sens, d'autant que l'OTAN en a fait suffisamment entre 2014 et 2021 en ne respectant pas les accords passés et la parole donnée avec Moscou. Et avant la guerre en Ukraine, je pense évidemment à Belgrade. Alors voilà, là on a bien sûr quelques exemples en dehors du conflit ukrainien. C'est toujours difficile de dire si les membres de l'OTAN, enfin en tout cas ce sont dans la majorité des cas les Américains, ont ciblé délibérément des populations civiles. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est qu'ils n'ont jamais hésité à négliger les effets collatéraux. On l'a vu essentiellement dans la guerre contre le terrorisme, ou que ce soit en Irak, en Afghanistan, dans les frappes ayant lieu en Jordanie, au Yémen, ou dans d'autres zones d'opération, en Syrie notamment, où la préoccupation des populations civiles finalement a été extrêmement mince, et que les dégâts collatéraux ont été assez importants. Nous avons nous-mêmes d'ailleurs au CF2R publié plusieurs papiers sur cette action. Les Britanniques en ont fait autant. D'ailleurs, un certain nombre d'unités spéciales britanniques et australiennes, d'ailleurs les SAS, sont aujourd'hui poursuivis en justice dans leur pays pour avoir commis un certain nombre d'éliminations délibérées, y compris sur des femmes et sur des enfants, essentiellement d'ailleurs en Irak et en Afghanistan dans le cadre des opérations antiterroristes. Mais ça n'a pas été des meurtres de masse. On se rappelle également que ces faits ont été en partie relatés par Julian Assange, et c'est en partie ce qu'on lui reprochait parmi les innombrables choses qui lui étaient reprochées aux États-Unis. Est-ce qu'on peut faire un point rapide, Éric Dénessé, sur la situation militaire aujourd'hui sur le front terrestre en Ukraine ? Oui, alors on assiste semaine après semaine à une lente mais sûre progression de l'armée russe, et à une défaite et à des pertes toujours très importantes côté ukrainien. Alors les combats sont acharnés, ce qui fait qu'il y a aussi des pertes côté russe, mais le rouleau compresseur immanquablement avance. Il avance pas à pas parce que les Russes sont extrêmement prudents, d'abord pour faire une rotation de leurs troupes, éviter les pertes humaines, mais aussi anticiper toute éventuelle contre-offensive. Donc dès qu'ils avancent, ils solidifient leur position avant de reprendre l'offensive. Je crois qu'on ne doit pas s'attendre à une percée de l'armée russe, sauf à un écroulement subi des forces ukrainiennes sur tel ou tel point du front. Il y a une autre raison pour laquelle les Russes sont extrêmement prudents. D'abord, ils ne veulent pas avancer nécessairement très très loin. Pour l'instant, on a du mal à voir s'ils ont à l'esprit d'occuper les oblasts d'Odessa, de Kharkov, voire de Dnipro ou de Nikolaïev. Mais il y a une autre raison derrière ça, c'est que ils ne savent pas jusqu'où les Américains veulent aller. Et pour reprendre ce que l'on évoquait il y a quelques instants, on a de vraies interrogations sur cette fin de la guerre. D'un côté, on a vu avant-hier le débat Trump-Biden, dans lequel le candidat Trump disait qu'en un coup de fil à Vladimir Poutine, il pourrait arrêter ce conflit. C'est tout ce que nous souhaitons tous. Mais inversement, on voit très bien que les néoconservateurs qui tiennent encore les rênes de l'État profond américain ont intérêt à ce que cette guerre dure, et y compris au-delà des élections de 2024. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont intérêt à ce qu'elle dure? C'est que
vu que les Américains n'ont pas réussi dans leur stratégie d'affaiblir la Russie, ce conflit devient d'une certaine manière une guerre existentielle, non pas pour leur sécurité, mais pour leur domination. Et un échec en Ukraine serait pour eux un véritable camouflet. Et donc ils ont beaucoup plus intérêt à ce que ce conflit se perdure, se gèle, même s'il y a peu de combats, que ça devienne une guerre qui est un peu comme dans le cas de la Corée, dure 2024, 2025, peut-être au-delà. Leur second intérêt, c'est que ça leur permet, et ça c'est pour le Pentagone, ça permet au Pentagone de continuer à demander des budgets plus importants. On le disait tout à l'heure, le Pentagone a finalement connu beaucoup de baisses budgétaires et il se bat pour rattraper son retard en matière nucléaire, en matière de missiles hypersoniques vis-à-vis de la Russie. Il essaie aussi de renforcer ses structures navales, notamment sa flotte, ce nombre de bâtiments vis-à-vis de la Chine. Donc il y a de vrais enjeux pour eux. Là aussi, ils ont une certaine forme d'intérêt à ce que le conflit continue. Et puis je crois que malheureusement, quand on regarde l'histoire, il ne faut pas oublier ce que c'est que la politique étrangère des États-Unis. Il y a chez les Américains, et notamment chez les politiques comme chez les industriels, la guerre est plus que pour tout autre État la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc systématiquement, dès que les choses vont mal aux États-Unis, dès que leur hégémonie est remise en question, ils déclenchent un conflit. Donc là aussi, y compris sur un plan économique, les Américains ont intérêt d'une certaine manière à ce que ce conflit dure. Et en dépit des déclarations de Donald Trump, je ne suis pas sûr que le conflit prenne fin aussi rapidement que nous le souhaitons tous. Et donc ça explique pourquoi les Russes, qui ont évidemment compris cette logique américaine, sont très prudents sur leur avancée, parce qu'ils se disent qu'ils sont peut-être engagés dans un combat qui va durer encore une ou plusieurs années. Alors, il y a quelques jours, évidemment, il y a eu un nouveau sommet pour la paix en Suisse. Il y avait évidemment Volodymyr Zelensky, où le grand absent, c'était bien entendu la Russie. Et à chaque fois qu'il y a un sommet pour la paix, la Russie n'est pas conviée. Je vous propose d'écouter tout de suite Volodymyr Zelensky. Nous devons trouver et préparer ce plan et le mettre sur la table pour le discuter pendant des mois. Nous n'avons pas beaucoup de temps parce que nous avons, vous savez, beaucoup de blessés et de morts sur le champ de bataille et des civils. C'est pour ça que l'on ne veut pas de cette guerre pendant des années. C'est pourquoi nous voulons préparer ce plan commun, le mettre sur la table pour ce deuxième sommet pour la paix. Bon, alors c'est vrai que c'était un sommet pour la paix, donc c'était difficile pour Volodymyr Zelensky de ne pas parler de paix, mais pour autant on a le sentiment que c'est un tournant, que même Volodymyr Zelensky est contraint désormais d'accepter la situation particulièrement délicate de ses soldats sur le front, et qu'il se rend bien compte aussi, Hervé Carrès parle souvent de centre de gravité, que la population ne va pas tenir et le soutenir encore bien longtemps. À plus forte raison que son mandat n'est plus officiel maintenant. Oui, Zelensky n'est plus le président légitime. Il essaie bien sûr de sauver les meubles à la fois pour son pays, alors, ce qui est la moindre des choses, parce que son comportement depuis 2 ans finalement n'a contribué qu'à faire massacrer sa propre population. Ce sommet de Suisse a finalement été une parodie ou une mascarade, je ne sais pas quel est le terme le plus approprié, parce que dans un conflit de cette ampleur, ne pas inviter un des deux belligérants était évidemment totalement stupide et ne pouvait pas produire quoi que ce soit en matière de résultats. Alors, ce qui est quand même intéressant, ce sont les déclarations de Zelensky, qui dit que qu'il a beaucoup trop de morts, beaucoup trop de blessés, qu'ils ne vont pas pouvoir tenir indéfiniment. Il sent bien aussi que le soutien occidental se réduit. Il perçoit peut-être la très probable élection de Donald Trump, donc il sait que le vent peut tourner. Voilà, c'est quelque chose de nouveau. Ce sommet aura au moins servi à cela. Et il voit bien que côté européen, à part les déclarations souvent intempestives d'Emmanuel Macron au printemps dernier, les autres États ne sont absolument pas déterminés à envoyer des troupes ni aller plus loin dans le soutien militaire à Kiev. Donc il sait très bien que son choix, sa liberté d'action se réduit de jour en jour, surtout face à la montée de l'appareil industriel militaire russe et à l'avancée de troupes de Moscou sur le terrain. Alors, on a fait le point tout à l'heure sur la situation sur le front terrestre de la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'Ukraine manque avant tout d'hommes, manque avant tout d'armes ? Comment voyez-vous cela ? Et puis surtout,
Est-ce que l'un ou l'autre pourrait, s'il était renforcé par une puissance étrangère, pourrait changer la donne à la fin? Non. Non, clairement non. Ce qui manque le plus à l'Ukraine, ce sont des hommes. Et je dirais des hommes formés. Parce que quand bien même les Ukrainiens mobiliseraient, ce qui n'en prend absolument pas le chemin, puisque le grand nombre d'hommes ukrainiens ont quitté le pays ou refusent la mobilisation, ça provoque un tollé dans certaines villes et dans certains milieux. Quand bien même il y aurait suffisamment d'hommes, encore faudrait-il qu'ils soient formés avant de pouvoir être confrontés à l'armée russe. Les Russes sont beaucoup plus organisés en la matière, c'est-à-dire qu'ils ont à peu près 700 000 hommes sur le front, alors pas 700 000 hommes au combat, mais avec des rotations, donc ces hommes sont formés, ils ont été beaucoup plus longuement formés que les combattants ukrainiens, et puis au bout de quelques semaines sur le front, ils sont renvoyés en base arrière pour récupérer, donc ça permet ce type de rotation permet d'éviter l'érosion et du moral et de l'efficacité des combattants. En face, Kiev, qui n'a pas assez de ressources humaines, ne peut pas faire des rotations de ce type-là, envoie de plus en plus des combattants au front après des formations tout à fait sommaires, et ce qui fait que le différentiel d'efficacité entre les deux armées ne cesse de s'accroître. On a le sentiment également... Oui, à partir de là, on peut leur livrer autant d'armes et de munitions qu'on veut, ce qui d'ailleurs n'est pas le cas. Si les hommes ne sont pas formés, s'ils n'arrivent pas à récupérer, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. On a le sentiment justement que dans ce cadre de pénurie aussi bien humaine que d'armes, l'obstination des Ukrainiens à frapper la Crimée permet finalement de cacher un peu la misère. C'est exactement ça. Ce sont des opérations qui sont presque plus des opérations de communication que des opérations militaires. On le disait tout à l'heure, certains avancent même que ce seraient des opérations de provocation. Voilà, c'est aussi pour essayer de faire un petit peu mal à Moscou et d'avoir un impact sur l'opinion publique russe et pour faire savoir aux Criméens qui ont voté le rattachement à la Russie qu'ils ne sont pas à l'abri. Bon, il y a toute une série d'éléments, mais sur un plan militaire, ça n'a strictement aucun impact. Il y a un autre élément que je voudrais ajouter concernant les effectifs ukrainiens. Si nous étions logiques, nous en France, avec ce gouvernement Macron qui soutient becs et ongles la guerre en Ukraine et le régime Zelensky, eh bien nous devrions finalement arrêter tous les citoyens ukrainiens en âge de combattre qui se trouvent sur notre territoire et les renvoyer en Ukraine pour qu'ils participent au conflit. Or, je pense que beaucoup de Français sont comme moi, quand nous sommes en province d'ailleurs plus qu'à Paris, nous voyons régulièrement des véhicules ukrainiens avec des familles entières qui sont venues se réfugier chez nous. Alors je ne parle pas des femmes et des enfants, évidemment, mais si nous étions dans ce système, dans cette prise de position très partiale que nous avons eue vis-à-vis de l'Ukraine, eh bien nous devrions arrêter ces hommes et les renvoyer dans leur pays, ce qui bien sûr n'est pas fait. Est-ce que vous diriez... Quand on voit les frappes en Crimée, quand on voit les frappes qui ont été effectuées depuis 2014 sur les territoires du Donbass et de Donetsk et de Louhansk, quand on voit les revendications de Zelensky aujourd'hui qui est de récupérer tous ces territoires, est-ce qu'il n'y a pas une incohérence totale ? Si, mais Zelensky est dans l'incohérence totale depuis le début. Il a été élu notamment par les régions russophones pour mettre un terme à la guerre civile. Il est lui-même russophone bien plus qu'ukrainophone, donc voilà, il était pour la paix nationale, sauf qu'il a réussi à se faire totalement à la fois menacé et, je dirais, encerclé par les extrémistes d'Azov et de tous les ultranationalistes ukrainiens. Il pousse au combat jusqu'à la dernière extrémité, il fait la politique de l'OTAN. Voilà, en même temps, il se met maintenant à dire qu'il y a trop de morts. Finalement, que ce soit les Américains ou le gouvernement Zelensky, on a les mêmes incohérences des deux côtés. Et c'est pas en ayant des incohérences qu'on gagne une guerre. De toute façon, on voit très bien que cette guerre est perdue. Ils le savent tous, que ce soit à Kiev, à Washington et même en Europe, à Bruxelles comme dans les grandes capitales. On essaie seulement de ne pas perdre la face et de faire durer ce conflit le plus longtemps possible en espérant trouver une solution qui permette de sauver les intérêts de l'Europe et de nuire à ceux de la Russie, bien sûr. Alors, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, il y a eu un premier débat présidentiel aux États-Unis dans la nuit de jeudi à vendredi pour la France. Je vous propose tout de suite de découvrir un extrait qui, même s'il ne parle pas de la guerre en Ukraine, résume assez bien la situation américaine. On the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il avait dit à la fin de sa phrase. Je ne pense pas non plus qu'il sache ce qu'il a dit.
Vous évoquiez tout à l'heure une position de la Maison-Blanche. On est d'accord que la Maison-Blanche, aujourd'hui, c'est plus Joe Biden qui peut décider quoi que ce soit sur le terrain ukrainien, par exemple. Non, je souris parce que pour avoir regardé ce débat, c'est affligeant de voir l'état du président américain. Alors, effectivement, avant d'y revenir, quand on parle de la Maison-Blanche, ce sont les conseillers qui tournent autour, à la fois les conseillers de la Maison-Blanche, c'est-à-dire les conseillers politiques en communication, et les membres les ténors du Parti démocrate qui tournent autour de Joe Biden. Bah, si je peux me permettre, pardon de vous interrompre, mais entre parenthèses, ce qui signifie que les États-Unis sont aujourd'hui dirigés par des gens qui n'ont pas été élus par les Américains. C'est absolument le cas. On a l'affaire un petit peu, mais je dirais je ne sais pas si une oligarchie, mais un président comme dans le cas de l'Algérie il y a quelques années avec Bouteflika, un président qui est un légume finalement, et finalement son entourage, ou ses entourages plus exactement, qui viennent prendre les décisions et les imposer. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'on le mesure de toute façon de manière transparente, mais c'est qu'à chaque fois que Joe Biden fait un voyage officiel, l'ensemble de ses conseillers viennent expliquer aux dirigeants européens ou autres qu'il rencontre finalement la manière dont il faut se comporter pour éviter que la réunion officielle ou devant les médias tourne à la déconfiture. Voilà. Alors déjà hier soir, ce qui était intéressant, c'est que sur ce débat de 90 minutes, il y a eu 2 interruptions. C'est-à-dire que déjà Joe Biden n'est pas capable de tenir 1h30 d'émission de télé devant Donald Trump. Sans doute, on lui refaisait une piqûre pour qu'il arrive à tenir le débat à chacune des pauses. Il marmonnait, il était décousu, il était incohérent, c'était tout à fait pathétique. À l'issue de ce débat, les ténors du Parti démocrate devaient prendre la parole dans les grands médias. Ils se sont tous immédiatement désistés parce qu'ils ont trouvé que c'était vraiment une catastrophe. Le Wall Street Journal parle de crash au sens de crash aérien, comme si la Maison-Blanche était écroulée. Et on voit en off, en tout cas dans les éléments dont on dispose, ces ténors du Parti démocrate dire qu'il faut débarquer le président Biden le plus vite possible, non seulement qu'il ne se représente pas aux élections prochaines et qu'ils aient un autre candidat, mais y compris pour mettre un terme à son mandat avant la fin, ce qui leur pose un problème fondamental. Ça veut dire que les clés des codes nucléaires seraient données à Kamala Harris. Or, Kamala Harris, des démocrates comme de la classe politique américaine, est une femme qui bénéficie absolument d'aucun crédit, qui est jugée comme dangereuse et incontrôlable, sans véritable expérience politique d'ailleurs, avant d'arriver à la Maison-Blanche. Et donc ils sont dans une panade, si vous me permettez cette expression, assez extraordinaire. Au cours de ce débat, ce qui était intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, on a vu Biden parler de guerre. Joe Biden disant qu'il voulait faire la guerre. Alors probablement qu'il a dérivé, mais c'est quand même inquiétant d'avoir un président qui parle de guerre contre tous ceux qui ne respectent pas la vision américaine. Et Trump, à ce sujet, l'a attaqué de manière assez virulente en lui disant que la guerre en Ukraine était en substance sa responsabilité et qu'il était capable d'y mettre un terme en 1 heure par un coup de fil à Vladimir Poutine. Alors, bien sûr, tout ça relève de la politique politicienne, mais ce débat est très intéressant. Il est surtout très inquiétant quand on comprend qui dirige aujourd'hui la première puissance mondiale, et ça ne cesse d'être effectivement très très préoccupant. Peut-être aussi une petite remarque, c'est finalement le mutisme des médias occidentaux, notamment français, sur cette question Biden, alors que typiquement lors des commémorations du débarquement, on a bien vu que Joe Biden, là encore, n'était pas maître de lui-même à chaque instant, et pour autant on n'en parle pas. Et je me permettrai d'aller faire une comparaison amusante, mais on entend quasiment tous les jours les journalistes nous parler du fait qu'en cas de cohabitation, il y aurait des gens qui seraient impréparés pour arriver au sommet de l'État, mais en revanche, ils n'ont rien à dire quant à un président qui est, sans vouloir être cruel, qui est sénile, à la tête des États-Unis. C'est effectivement un élément que je constate. Les médias français, j'ai envie de dire bien plus que les autres médias européens et occidentaux, sont les plus politiquement corrects. Alors d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est une autocensure des journalistes? Est-ce que c'est de l'activisme? Est-ce que c'est le fait que ces médias appartiennent à un nombre limité d'actionnaires qui ont des liens avec les autorités politiques actuelles? Tout ça est difficile à dire, mais en tout cas on constate bien sûr que toute objectivité, il ne s'agit même pas de critique sur ce qui se passe aujourd'hui au niveau
l'OTAN est quasiment nul. Un dernier exemple qui est très intéressant, il y a quelques jours, Nigel Farage, le patron du parti dont le nom m'échappe à l'instant, mais qui avait prôné le Brexit, a déclaré que ce sont les Occidentaux qui avaient provoqué la guerre d'Ukraine. Bien sûr, il y a eu d'énormes réactions en disant que Farage était de toute façon un leader d'extrême droite et qu'on ne pouvait pas le croire. Mais le 27 juin dernier, l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Moscou, qui était ambassadeur entre 2004 et 2008, a repris les propos dans le Télégraphe, a repris les propos de Nigel Farage en disant qu'il avait tout à fait raison et que c'est bien l'Occident qui avait provoqué cette guerre. C'est essentiel, l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne en Russie, faisant cette déclaration. Elle n'a été reprise que très marginalement dans les médias français et on est là sur un double paradoxe. Nous seulement, nous ne reprenons pas, et je dirais c'est l'un des plus fidèles alliés des États-Unis qui, par le biais d'un ex-diplomate, fait ce genre de discours alors qu'il aurait dû sortir en France, en Italie ou en Allemagne. Alors, j'aimerais à présent, on a parlé beaucoup des États-Unis, Éric Denessé, j'aimerais à présent qu'on évoque la question de l'OTAN, puisqu'on a vu que Jens Stoltenberg avait cédé sa place au Néerlandais Mark Rutte. Est-ce que, selon vous, ça va avoir des conséquences sur la doctrine otanienne ? Non, je ne pense pas un instant. Généralement, les secrétaires généraux de l'OTAN, les secrétaires généraux de l'OTAN sont issus de tout petits pays. Ça a été la Norvège, le Danemark, donc des pays qui sont totalement inféodés à Washington. Avec les Pays-Bas, nous avons un pays qui est, je dirais, plus important sur la scène européenne, mais qui malheureusement reste malgré tout un État de taille assez faible comparé aux grands acteurs de l'Union que sont la France, l'Italie et l'Allemagne. Vu que l'OTAN est vraiment le bras armé de la politique étrangère américaine dans le monde maintenant et plus uniquement sur le théâtre européen, je ne vois pas d'évolution se préparer. Et s'il y en a, je pense que Mark Rutte ne se fera que l'émissaire de ce qui sera décidé à Washington. On l'a vu, c'est un homme qui a du caractère, qui a dirigé assez efficacement les Pays-Bas pendant les différents mandats qu'il a obtenus. C'est aussi un homme qui était très porté sur les économies financières. Il faisait partie de ce qu'on appelait les frugaux. En même temps, il fait partie de ceux qui ont été responsables, qui ont refusé les investissements dans l'industrie de défense. Donc le retrouver aujourd'hui à la tête de l'OTAN est quelque peu paradoxal. Je pense que s'il y a une négociation qui se prépare avec Moscou, ce n'est pas une mauvaise chose de changer de secrétaire général de l'OTAN parce qu'il n'aura pas le passif de Stoltenberg qui a vraiment été un véritable roquet aboyant contre Moscou sur ordre de Washington de manière assez systématique. Mais en dehors de ça, je ne crois pas qu'il y ait une véritable différence. Puis je crois qu'il faut surtout le redire, comme tous ceux qui travaillent à l'OTAN, que ce soit des militaires français ou des anciens politiques néerlandais, ils ont aussi un intérêt très direct et financier à des postes de cette nature. Alors on a vu très récemment les élections européennes, on a vu les conséquences en France puisque c'est à partir de là que le président a décidé de la dissolution. On voit aujourd'hui l'appareil décisionnaire de l'UE qui se dessine avec à sa tête pour changer Ursula von der Leyen. Il n'en reste pas moins que la figure diplomatique de l'UE pourrait passer de Josep Borrell, ou est passée de Josep Borrell, à Kaja Kallas, une Estonienne. Ça donne une indication sur la politique étrangère de l'Union européenne, j'imagine, dans les années à venir. Quitte à vous surprendre, je ne crois pas. C'est un changement de personne qui est majeur, puisque l'ancienne politique estonienne est une femme qui est très anti-russe. Mais si vous regardez ce qu'a été la politique de Josep Borrell, il a fait exactement une politique pro-américaine et anti-russe, à tel point d'ailleurs, ce qui montre le niveau auquel les néoconservateurs ont réussi, je dirais, à rentrer dans l'esprit, dans le mental des dirigeants européens. Josep Borrell utilisait les termes de jungle et de serpent qui sont les termes du livre de Robert Kagan, qui est l'un des pires néoconservateurs américains, et le mari de Victoria Nuland. Donc Borrell utilisait régulièrement les mots issus de ce livre, je crois même que c'était le titre du livre, en plusieurs occasions. Donc
c'est difficile d'être plus pro-américain que ce qu'a fait Borrell. Alors, on sera peut-être un petit peu plus anti-russe encore avec Mme Kallas, mais en dehors de ça, je pense que le symbole est maladroit, à mon sens, pour deux raisons. Le premier, c'est que ça va être une nouvelle fois perçu par Moscou comme le fait que l'Union européenne ait choisi quelqu'un qui soit anti-russe. Et puis, le second, il est pour moi très important, c'est que même si nous devons avoir du respect pour l'ensemble des acteurs des États membres de l'Union européenne, nommer s'occuper des affaires extérieures de l'Union, un politique issu d'un État qui compte moins de 2 millions d'habitants et dont on connaît particulièrement l'orientation anti-russe, c'est lui donner un pouvoir et un poids absolument démesuré et orienter l'Union européenne, encore une fois, dans une mauvaise direction. Alors cette semaine également, une décision a été prise à Bruxelles, une décision qui là encore est quasiment passée inaperçue dans les médias français. C'est cette décision de contourner le veto hongrois au sujet du gel des avoirs russes, c'est-à-dire qu'auparavant il était nécessaire d'avoir l'unanimité. Là, malgré le fait que Viktor Orban et la Hongrie se soient opposés à cette décision de geler les avoirs russes, eh bien l'UE le fait quand même. Eh oui, on est toujours dans cette dérive de l'Union européenne qui se considère maintenant au-dessus des États. Alors, on a vu la catastrophique redésignation de Mme von der Leyen pour un nouveau mandat. C'est non pas inexplicable, mais c'est assez scandaleux. D'ailleurs, les réactions, aussi bien en Hongrie qu'en Italie, de Mme Meloni sur la manière dont s'étaient déroulées ces désignations n'ont pas manqué d'être elles aussi, assez criantes. Enfin, que dire par rapport à ça? On voit bien qu'il y a cette vieille tentation qui remonte maintenant à plusieurs années de la technocratie européenne de passer finalement au vote à majorité qualifiée et non plus à l'unanimité pour les décisions majeures engageant l'Union. Ils ne sont pas encore parvenus à le faire, mais on a là le début. On a réussi à diaboliser suffisamment Viktor Orban pour maintenant faire accepter l'idée qu'on est capable de contourner le veto d'un État, voilà, et finalement imposer une volonté européenne à son détriment. Bon, il faut aussi dire que Viktor Orban s'était largement employé à de nombreuses reprises à empêcher que des décisions anti-russes soient prises à Bruxelles. Il a eu le soutien sur un certain nombre de sujets de Fico, le Premier ministre slovaque. Là, effectivement, ils ont réussi à passer en force. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose, en tout cas que ce ne soit pas annonciateur d'éléments positifs pour l'évolution de l'Europe. Alors justement, Éric Dénessé, vous venez parler à l'instant de Robert Fico, le président ou Premier ministre, pardon, je ne sais plus, slovaque, qui a été victime d'une lourde tentative d'assassinat. C'est pas le seul dirigeant européen avec une inclinaison plutôt pro-russe qui a eu des problèmes récemment. Comment vous expliquez cela ? Alors, on ne dispose pas assez d'éléments. Effectivement, certains dirigeants européens qui étaient tentés de changer de position Jean-Paul Boulin, bien le conditionnel, aurait reçu des menaces par téléphone leur annonçant qu'il pourrait connaître un sort à la Robert Fico. Est-ce vrai ou pas? C'est pour moi impossible de le dire. Mais juste pour faire une comparaison qui, à mon avis, frappera les auditeurs, c'est que lors de son audition récente, le patron de Boeing a avoué qu'il avait tout fait pour faire taire des lanceurs d'alerte qui s'apprêtaient à révéler des dysfonctionnements sur les appareils de Boeing, dont on a vu qu'ils avaient été retirés du service. Et on a d'ailleurs noté que 2 lanceurs d'alerte étaient morts dans des conditions inexpliquées. Donc, même si on n'a pas d'éléments factuels, dire que ces pratiques-là n'existent pas serait faux, et peut-être qu'effectivement, il y a eu des menaces de cette nature qui ont eu un impact sur certains dirigeants européens qui auraient pu être tentés de changer de politique. Et alors, cette absence de commentaires quant à ces faits, encore une fois, dans nos médias, comparativement au traitement de la mort d'Alexeï Navalny, par exemple, laisse pantois quand même. Ah, mais ça, je dirais, on est presque habitué maintenant au bout de 2 ans de conflit, et puis depuis 2014, depuis 10 ans de mensonges, à ce qu'une seule partie de la vérité soit donnée. Encore une fois, les médias français, de manière toujours très étonnante pour moi, tiennent la corde en termes de mauvaise foi et de partialité, parce que
lisant régulièrement la presse de l'ensemble des États étrangers, principalement la presse anglo-saxonne ou hispanophone ou italienne, on a quand même un niveau de débat et d'information qui est supérieur. Le New York Times, qui est de temps en temps la voix de son maître, on l'a vu, qui est vraiment une chambre d'écho du gouvernement américain dans un certain nombre de cas, mais de manière là aussi inexpliquée, dans d'autres situations, vont sortir des articles qui sont contre le gouvernement. On le voit bien sur la revue du Capitole qui s'appelle The Hill aux États-Unis, où des gens qui sont très opposés à la politique de la Maison-Blanche, comme Jeffrey Sachs, arrivent à publier régulièrement. On a aux États-Unis des publications comme celle de Seymour Hersh, le très célèbre journaliste, qui fait des tribunes, elles aussi, qui sont très lues. Nous n'avons quasiment rien de tel en France, à part quelques médias dont TV Liberté fait partie, mais qui n'ont pas à notre échelle le même impact, parce que les grands médias français sont toujours extrêmement orientés dans un seul sens et n'évoluent pas ou à peine sur leur prise de position autour de ce conflit et de la politique internationale. Alors, on a évoqué tout à l'heure cette volonté américaine qui semblait tendre pour le conflit en Ukraine à une forme de conflit amorphe. On a également le sentiment que l'Union européenne, elle, passe par-dessus et est beaucoup plus proactive sur cette question, comme si les courbes se croisaient finalement. Est-ce que finalement c'est uniquement de la communication ou est-ce que l'Union européenne a vraiment l'intention de prendre le pas sur la participation américaine ? Alors, je vais être franc avec vous. Pour moi, il y a deux réponses. D'abord, il y a une interrogation et une réponse. L'interrogation, c'est que quand je regarde ça, on est en droit de se demander si c'est une volonté européenne ou une manœuvre des néoconservateurs américains derrière le rideau, qui sentent qu'ils ont des oppositions aux États-Unis à certains aspects de la politique et qui donc chargent ou poussent les Européens à le faire. Et puis le deuxième aspect, c'est qu'il ne faut pas non plus du tout négliger l'incohérence des positions ou les dissensions des positions qui existent en Europe entre celles de l'Allemagne, entre celles de la France, entre celles bien sûr de l'Italie, mais aussi de la Pologne et des pays baltes notamment, la Hongrie, la Slovaquie. Donc ça fait qu'il y a une cacophonie qui est importante, qui s'est accrue avec les élections européennes de ces derniers jours d'ailleurs. Donc c'est très difficile de le lire. Ce qui ressort malgré tout de l'analyse que l'on peut faire des événements, c'est qu'il apparaît de plus en plus que Emmanuel Macron a fait peur aux Américains. Alors, en ayant ces discours jusqu'au boutiste que l'on a entendu tenir à plusieurs reprises, il semblerait que Washington, alors qui à Washington, en tout cas pas les néoconservateurs, mais le Pentagone ait considéré que le président français soit allé un peu trop loin. Alors, il y a probablement aussi plusieurs courants qui se dessinent au sein de l'Union européenne, mais on a du mal à les mesurer, soit parce que les politiques sont changeantes, soit parce qu'on ne mesure pas suffisamment les moyens de pression dont disposent les Américains sur les différents dirigeants européens pour les amener à agir dans un sens ou dans un autre. Alors vous parliez justement du président français Emmanuel Macron qui allait peut-être un peu trop loin sur cette question de la guerre en Ukraine. Le 24 juin, Jens Stoltenberg, qui était encore secrétaire général de l'OTAN, était à Paris, il était aux côtés d'Emmanuel Macron. Le président français avait pris la parole. Nous en avions discuté durant tous les derniers mois. Notre soutien à l'Ukraine demeure et demeurera constant. Et nous continuerons de nous mobiliser pour répondre aux besoins immédiats de l'Ukraine, porter le message de notre détermination sans équivoque pour nous tenir aux côtés des Ukrainiens dans la durée. Alors un soutien indéfectible qui est réaffirmé après la dissolution de l'Assemblée nationale. Oui, je crois que on est là dans la logique d'Emmanuel Macron qui ne change pas. La logique ne change pas, mais la communication change. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de l'envoi des Mirage 2000-5 qui était prévu. Alors, est-ce que ça va être interrompu avant la cohabitation, s'il y a cohabitation ou pas? De toute façon, les autres États européens sont toujours très réticents. Matteo Salvini a été extrêmement critique sur le président français, disant même qu'il était temps qu'il aille se faire soigner. Bien sûr, c'est des déclarations qui sont typiques de Salvini, mais qui sont assez révélatrices de ce que pensent les Italiens et d'autres Européens de l'attitude du président français. Aujourd'hui, la cohabitation va remettre évidemment beaucoup de choses en place. Maintenant, je n'oublie pas
l'attitude du Front National ces dernières années, qui a d'abord dirigé la première commission parlementaire sur les influences étrangères en l'orientant délibérément contre la Russie. Et c'était très intéressant de voir l'audition de François Fillon devant je crois, Jean-Emmanuel Tanguy, alors que Fillon expliquait que... Jean-Philippe Tanguy, alors que François Fillon expliquait qu'au cours de ces 5 années en tant que Premier ministre, il n'avait eu affaire qu'à des ingérences américaines, le parlementaire du Rassemblement national essayant de lui faire dire qu'il y avait des ingérences russes. Voilà, donc, et puis on a vu malheureusement aussi des déclarations de Jordan Bardella allant dans le sens de l'OTAN, disant que la Russie était une menace pour la sécurité de la France et de l'Europe. Alors, soit c'est du politiquement correct, soit effectivement le Rassemblement national aussi est gagné aux idées mainstream venant de l'OTAN. Donc il m'est difficile aujourd'hui d'avoir une idée de ce que pourrait être le changement de politique française sur l'Ukraine après les élections et une éventuelle majorité obtenue par le Rassemblement national. Dans le cadre de vos responsabilités au CF2R, Éric Denessé, j'imagine que vous avez contact avec beaucoup de militaires français, de l'état-major de l'armée française. Quel est, évidemment, je ne vous demande pas de me révéler des secrets d'alcôve, mais quel est le sentiment en interne, notamment quant à cet hypothétique envoi de troupes en Ukraine, quant aux prises de position d'Emmanuel Macron sur cette question ukrainienne ? Alors, c'est délicat de répondre pour protéger à la fois les camarades qui sont toujours actifs, mais ce qu'on observe de manière assez simple, c'est que globalement, jusqu'au grade de colonel, beaucoup de militaires français, sous-officiers et officiers, sont plutôt opposés à ce conflit et aux positions politiques qui ont été prises. Et malheureusement, là encore je caricature un peu, vous m'en pardonnerez, dès qu'on devient officier général, qu'on est sur la fin de carrière, que les salaires commencent à être un peu plus conséquents, il faut rappeler que les salaires militaires ne sont quand même pas les salaires les plus mirobolants qui soient, et bien à ce moment-là on commence à avaler des couleuvres et à se faire en disant que voilà, qu'il faut profiter de ces dernières années pour préparer la retraite, voire des postes à l'OTAN quand c'est possible. Et à ce moment-là, on redevient une armée française qui est la grande muette et qui, alors c'est très bien pour une démocratie, bien sûr, mais ne conteste pas les décisions politiques qui sont prises, quand bien même elles peuvent apparaître comme fantaisistes. Voilà, il y a de toute façon des tenants des deux positions. Certaines personnes sont, pour des raisons qui leur sont propres, anti-russes et considèrent que c'est une menace. Mais ce qui ressort, camps confondus, c'est que nous savons pertinemment dans le domaine militaire que nous n'avons pas les moyens d'engager de nombreuses troupes en Ukraine. Nous n'aurions à peine les moyens de les fournir en munitions pour un conflit qui durerait longtemps, à peine plus les moyens de les soutenir durablement. Et donc tout ça serait, je dirais, une véritable catastrophe parce que nous pourrions perdre assez rapidement des milliers de combattants, voilà, sans pouvoir réagir et sans pouvoir invoquer l'emploi de l'arme nucléaire. Et alors, toute dernière question, Éric Denessé, peut-être un petit peu plus politique, vous me le pardonnerez. Vous expliquiez tout à l'heure que l'échiquier politique français était finalement très politiquement correct, qu'il accompagnait la manœuvre américaine de soutien à l'Ukraine, du moins en parole. Vous venez de m'expliquer qu'il y en allait de même pour l'état-major de l'armée française. Pour autant, on voit une opposition très claire dans la population sur cette proposition d'envoyer des troupes en Ukraine. Est-ce que c'est pas la démonstration de cette rupture entre nos élites, quoi qu'on en dise, et la population, et finalement la démonstration que les élites aujourd'hui qui sont au pouvoir dans notre pays comme dans d'autres ne sont plus au service de la population? Alors effectivement, ce phénomène, comment dire, je l'observe aussi. Alors je dirais une partie des élites, parce que toutes les élites ne sont pas concernées. Il y a cette opposition qui est aussi une opposition province-Paris. Effectivement, c'est les positions plutôt favorables au soutien à l'Ukraine et à la guerre avec la Russie sont des positions qu'on va trouver dans les très grandes villes françaises, où bien sûr on a affaire à une classe moyenne supérieure. Et la province est, elle, beaucoup plus distante, à mon sens, ayant beaucoup plus de bon sens sur le sujet. Alors, on va trouver dans n'importe quelle ville de France, bien sûr, les deux opinions, mais on retrouve là cette nouvelle sociologie de la population qui a été mise en lumière depuis une dizaine d'années par les travaux de Christophe July, par les observations de Jérôme Fourquet, par un certain nombre de choses que l'on observe ailleurs, y compris en Europe, ou des études sur ceux qui
qui sont de nulle part et ceux qui sont quelque part. Voilà, les elsewhere et les anywhere ont été mis en lumière, et on a vraiment ce phénomène en France, et il ressort entre autres sur la guerre sur les positions autour de la guerre en Ukraine.